Nous commençons par une personne disparue inquiétante. Depuis la semaine dernière, dimanche 20 octobre, rien n'a été entendu sur Naïma Djilal. Puis hier, les nouvelles sont arrivées dans un mystère qui prend presque un an et demi. Où est Naïma Djilal? Où est son corps? Parce qu'elle n'est probablement plus en vie. Le 20 octobre 2019, vers 21h30 à Amsterdam Zuidas, dans le quartier des banques, que l'on appelle le Manhattan néerlandais, une femme sort d'un magasin d'alimentation, l'Albert Einstein to Go, au coin de la Gustav Mahlerløn. La cinquantaine, élégante, manteau Prada, sac Hermès, elle est épuisée, car plus de 24 heures de route depuis Marbella. Elle est en pleine convalescence après une opération d'anneau gastrique. Et elle a à peine le temps de poser ses valises dans son pied-à-terre du Zuidas. Cette femme n'a pas le luxe de se reposer. Son rendez-vous est déjà là, un business meeting urgent. Elle monte dans une Volkswagen Polo sombre, côté passager. La voiture démarre, lentement, sans précipitation. C'est la dernière fois qu'on voit Naïma Djilal vivante. Alors attendez, Naïma Djilal, ce nom vous dit rien? Normal, parce que dans un monde où tout le monde connaît la mocromafia, Tagui, Bolios, les têtes coupées, les avocats butés, une femme qui disparaît sans laisser de traces, ça n'intéresse personne. Sauf que Naïma Djilal, c'est pas une femme de voyou, ce n'est pas une épouse qui tient les comptes, et ce n'est pas une sœur qui fait le coursier au parloir, non. Naïma Djilal, c'était la logisticienne, celle qui ne vendait pas juste de la drogue. Elle importait directement des tonnes de cocaïne, elle corrompait les douaniers du port de Rotterdam et vendait des connexions à tous les barons d'Europe. Elle négociait pas avec des dealers de quartier, elle négociait avec les cartels sud-américains. Elle mettait à la table Mustapha El Fechtali d'un côté, Piet Costa de l'autre, les Colombiens en face, et elle touchait sa commission au milieu. Des millions. Des putains de millions. Vous vous souvenez? Dans la partie 2, celle avec Bolios, celui qui a fait disparaître quelqu'un sans laisser de traces. Eh bien, cette quelqu'un, c'était elle. L'une des seules femmes connues pour avoir atteint le sommet absolu de la hiérarchie du trafic de cocaïne européen. Son surnom, c'est Tante. Tante. Pas la pute, pas la go, pas la meuf de, non, Tante. Un terme de respect, d'autorité et de peur. Dans un milieu hyper conservateur, machiste jusqu'à la moelle, où les femmes sont censées rester à la maison ou tenir les salons de coiffure, Naïma Djilal s'asseyait à la table des négociations avec les barons, avec les vrais. Et attention, ils l'écoutaient. Alors on part à Marbella, nous sommes en 2017 sur une terrasse d'un restaurant étoilé. Naïma est assise, une cigarette fine, lunettes de soleil Chanel, autour d'elle 4 hommes patibulaires. Des têtes connues pourtant, des mecs qui font pisser le sang dans leur sommeil. Elle tape du poing sur la table. Les 4 hommes se taisent instantanément. Elle parle en darija, en espagnol, en néerlandais. Elle jongle entre les langues comme elle jongle entre les deals. Cette cargaison vaut 15 millions. Moi, je prends 10% et c'est non négociable. Les hommes acquiescent, personne ne bronche. Vous comprenez un peu le niveau? Son super pouvoir, c'est sa présence, sa diplomatie. Naïma, elle réglait les litiges entre clans rivaux. Quand 2 barons voulaient se buter pour une dette, elle débarquait et elle arbitrait. Et attention, ça marchait.
jusqu'à ce jour d'octobre 2019. Gustav Mahlerland, son pied-à-terre de luxe aux Zuidas, et non pas son domicile principal. Ça, c'était Marbella, la Mecque des narcos européens, où elle payait plus de 100 000 € de loyer par an. Mais ce soir, elle est à Amsterdam. Elle est revenue en urgence. Ce soir-là, elle sort. Elle est épuisée par le voyage. Elle n'a pas de garde du corps et pas de stress apparent. L'Apollo l'attend, le moteur qui tourne. Elle monte volontairement, car elle connaît le chauffeur, elle lui fait confiance. Grossière erreur. La caméra de surveillance filme la voiture qui démarre à 21h32 précise. Elle tourne à gauche vers le ring. À 21h47, elle passe devant une caméra d'autoroute A2 direction Utrecht. L'Apollo roule normalement, respecte même les limitations. À 22h03, dernière caméra, sortie d'autoroute près d'Utrecht, et après, plus rien. Le téléphone de Naïma émet son dernier signal à 22h18, puis s'éteint. Définitivement. Ses cartes bancaires, jamais réutilisées, et ses comptes offshore, gelés. Naïma Djilal s'est évaporée. Mais le pire, le truc qui va vous glacer le sang, c'est en décembre 2019, 2 mois plus tard. La police arrête Ridwan Taghi dans sa villa à Dubaï, le parrain de la Mocro-Mafia. Les flics saisissent son BlackBerry, un téléphone qui ne servait qu'à communiquer via le service crypté SkyOCC. Et là, ils trouvent des photos. Une femme, nue, attachée à une chaise avec du ruban adhésif, torturée. Sur une photo, un gros plan de son abdomen, un doigt coupé posé sur son ventre, un orteil tranché. Sur une autre, la femme allongée à plat ventre nue sur le sol. Les métadonnes des photos, prises dans la nuit du 20 au 21 octobre 2019, la nuit de sa disparition. Les enquêteurs soupçonnent fortement que ces images pourraient être liées à la disparition de Naïma. Ces photos étaient dans le téléphone personnel de Taghi, comme un trophée, comme un rapport d'exécution envoyé au boss. Taghi recevait des photos de torture sur son BlackBerry, comme toi tu recevrais des photos de vacances sur WhatsApp. Sauf que là, c'est une femme d'une 50aine d'années qu'on torture dans un entrepôt. Son crime, pas juste une cargaison perdue, c'est bien pire que ça. Naïma avait développé un véritable schéma pyramidal. Elle vendait plus de places dans les conteneurs qu'il n'y en avait réellement. Elle encaissait les investissements de dizaines de trafiquants et empochait le surplus. Et quand les cargaisons tombaient, saisies par les douanes, elle accusait la malchance. En mai 2016, 4 tonnes de cocaïne ont été saisies au port de Rotterdam, un conteneur d'ananas en provenance du Costa Rica. Les messages cryptés interceptés montrent la panique. Ces conteneurs vont être scannés. On est foutu, Tata. Il s'agit de beaucoup d'argent et de longues peines de prison. Tout est foutu. Et la réponse de Naïma, froide, calculée. Il faut qu'on fasse du contrôle des dégâts. On va juste faire circuler une nouvelle version. Mais la rumeur la plus destructrice, certains dans le milieu étaient convaincus que Naïma balançait elle-même les cargaisons rivales aux douanes pour éliminer la concurrence et protéger ses propres lignes. Et puis, en 2019, tout s'effondre en même temps. Son principal associé, Mustapha El Feshtali, arrêté au Maroc. Sa relation avec Piet Costa, brisée. Ils se sont brouillés après des transports interceptés. Résultat, Naïma se retrouve seule, sans protection, avec des dizaines de créanciers criminels qui veulent récupérer leur argent. Donc son corps n'a jamais été retrouvé. En mars 2021, après des fouilles massives dans un entrepôt du port d'Anvers, des pelleteuses, des chiens renifleurs, des radars de sol, pendant des semaines, on va finalement retrouver un sac à main et des vêtements. ADN confirmé, c'est bien à Naïma. Mais pas de corps. Et dans ce même entrepôt, 4200 kilos de cocaïne avaient été saisis un an plus tôt. L'endroit appartenait à l'Octopus Gang, le réseau de Bolyos. Naïma Djilal est officiellement disparue. Pas morte, disparue. Comme si elle n'avait jamais existé. Alors voilà la question. Comment une femme née à Nador, dans le Rif marocain, est devenue la logisticienne incontournable de la plus grande organisation criminelle d'Europe? Comment elle a brisé le plafond de verre dans un milieu où les femmes comptent pour du beurre? Et surtout,
Pourquoi a-t-elle été effacée avec une telle violence que même son cadavre n'existe plus? Parce que l'histoire de Naïma Djilal, ce n'est pas juste l'histoire d'une femme qui a disparu. C'est l'histoire du rôle invisible des femmes dans la Mocro-Mafia. Les sœurs qui transmettent les ordres au parloir, les épouses qui blanchissent l'argent, les cousines qui transportent le cash et les avocates qui franchissent la ligne rouge. Et une femme en particulier, l'avocate qui défendait Ridouane Taghi, Inez Oueski. Elle est devenue sa messagère. Elle a prouvé que le pouvoir féminin peut être aussi être le maillon faible du système judiciaire. Bienvenue dans l'ombre de la Mocro-Mafia, là où les femmes ne portent pas de flingue, mais tiennent les fils invisibles qui font danser les pantins. Et quand un fil se casse, il disparaît pour toujours. Naïma Djilal est née le 4 janvier 1967 à Nador, dans le Rif marocain. C'est une zone montagneuse au nord du Maroc d'où viennent la moitié des réseaux de la Mocro-Mafia. Très jeune, la famille émigre aux Pays-Bas. Elle grandit à Utrecht, une ville plus discrète, plus tranquille qu'Amsterdam. Vous voulez son casier judiciaire? Ah, le casier. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, Naïma n'est pas inconnue des services. Condamnation pour menace en 2005, fraude, culture de marijuana, agression. Elle avait justifié tout ça par des difficultés financières. Mais du gros trafic, rien. Officiellement. Naïma restait sous les radars, jusqu'en 2014, où son nom commence à apparaître dans des dossiers d'importation massive de cocaïne. Naïma, c'était pas juste une criminelle, c'était une entrepreneure avec un business model très particulier. Elle ne vendait pas seulement de la drogue, elle vendait quelque chose de bien plus précieux dans ce milieu, de la confiance. Alors, laissez-moi vous expliquer un peu le génie. Dans le trafic de cocaïne, le vrai problème, ce n'est pas de trouver la cam, c'est de trouver quelqu'un en qui les deux parties ont confiance. Si le cartel colombien ne te connaît pas, forcément il ne te vendra rien. Et si le baron néerlandais ne te fait pas confiance, lui pareil, il n'achètera rien. Résultat, des millions qui dorment et des deals qui ne se font jamais et des opportunités perdues. Mais Naïma connaissait tout le monde. Les Colombiens, check. Les Marocains du Rif, check. Le réseau d'El Fechtali, check. Celui du Pied de Costa, check aussi. Elle était le LinkedIn de la cocaïne. Sauf que sur son profil, au lieu de compétences Excel PowerPoint, c'était plutôt compétences corruption douanière, négociation avec cartel, résolution de conflits armés. Dans les années 2010, le réseau de Samir Bouyakrishan domine le trafic néerlandais. Naïma est approchée et recrutée. Sa force, elle parle espagnol. Et dans un milieu où les connexions avec l'Amérique du Sud valent de l'or, une Marocaine du Rif qui parle la langue du cartel, c'est une arme fatale. En 2014, Bouyakrishan est assassiné. Mustapha El Fechtali prend le contrôle de l'organisation. Et il garde Naïma. Il la promeut même logisticienne en chef. C'est elle qui passe les commandes au cartel sud-américain. C'est elle qui organise l'importation via les ports de Rotterdam et d'Anvers. Et c'est même elle qui graisse les pattes des douaniers avec des sommes astronomiques pour garantir que les conteneurs passent sans être scannés. Son système, les conteneurs de fruits, ananas du Costa Rica, bananes d'Équateur, la cocaïne planquée au milieu. Tante, j'ai besoin d'un contact en Belgique. Tante, tu connais quelqu'un qui peut bouger 100 kilos? Tante, il y a un problème avec les Albanais, tu peux arranger? Et elle arrangeait toujours. Son secret, elle ne prenait jamais parti. Elle était suisse, neutre. Tu payes ta commission, elle te met en contact, point final. Et Fechtali en guerre avec Taghi? Eh bien, en fait, elle bossait avec les deux, en même temps, sans que personne ne se plaigne. Mais Naïma avait un truc en plus. Un truc génial ou suicidaire. Je ne sais pas. Dans le trafic international, plusieurs personnes investissent souvent ensemble dans un conteneur. Chacun paye pour un nombre de kilos jusqu'à ce que le conteneur soit plein. Naïma, elle vendait plus de places qu'il n'y en avait. Donc, elle survendait, comme une compagnie aérienne qui fait du surbooking. Sauf qu'ici, les passagers mécontents te coupent pas juste un coupon de réduction, ils te coupent les doigts. À Marbella, son vrai chez elle, urbanisation Malibu, vue sur la mer, et par temps clair, on aperçoit même le Maroc au loin. Plus de 100 000 € de loyer par an, juste pour ses appartements espagnols. Un pied-à-terre aux Zuidas à Amsterdam, le quartier le plus cher des Pays-Bas. Le matin,
Elle prend son café en regardant les yachts de Puerto Baños. L'ironie, elle gagne plus en une transaction que les banquiers du Zuidas en 1 an. Naïma, c'est le chic absolu. Pas le bling-bling vulgaire des rappeurs, non. Le luxe discret, celui qui coûte vraiment cher. Hermès, Chanel, Prada, des Rolex à gogo, mais jamais les logos voyants. Toujours sobre, élégant, classe. Ses restaurants préférés, les étoilés Michelin d'Amsterdam, le ciel bleu, le Librige, ses vacances à Marbella, toujours d'ailleurs à Marbella. Mais son vrai luxe, c'était le respect. Dans un monde d'hommes violents macho conservateurs, Naïma entrait dans une pièce et tout le monde se levait. En 2016, quelque part à Rotterdam, une réunion discrète. Autour de la table, des poids lourds, des mecs qui ont des dizaines de morts sur la conscience, des psychopathes en costume. Ils se disputent. Une dette de 3 millions. Oh là, ça va partir en fusillade. Naïma entre, silence immédiat. Elle s'assoit, elle allume une cigarette fine et prend son temps. « Messieurs, on va régler ça autrement. » Elle sort une calculatrice, fait les comptes devant eux. « Toi, tu dois 3 millions. Et toi, tu dois 2 millions à l'autre. Net à payer, 1 million. Tu payes en 2 fois, problème réglé. » Les mecs se regardent, calculent dans leur tête. C'est logique, c'est juste, c'est mathématique. Ok, tante. Deal conclu, 0 mort, juste des chiffres. Son super pouvoir, la diplomatie. Naïma avait compris un truc que même les plus grands barons n'avaient pas capté. La violence, ça coûte cher. Et ça attire les flics et ça détruit le business. Les maths, ça résout tout. Elle n'était pas la plus forte, ni la plus violente, ni la plus riche, mais elle était indispensable. Parce que dans un monde de chaos, d'ego surdimensionné, de paranoïa permanente, Naïma était l'arbitre, la notaire, le juge de paix. Mais même les arbitres peuvent se faire dégager du terrain malheureusement. Entre 2018 et 2019, tout s'effondre. Mustapha El-Fechtali, son protecteur, est arrêté au Maroc. Sa relation avec Piet Costa se dégrade, trop de transports interceptés, trop de pertes. D'ailleurs, restez bien connectés car nous consacrerons des épisodes entiers à ces deux colosses du milieu, Mustapha El-Fechtali et l'énigmatique Piet Costa. Mais pour l'instant, le monde de Naïma change. Les nouvelles générations arrivent, plus jeunes, plus violentes, plus impitoyables. Ces mecs-là ne respectent plus les codes. Ils ne respectent plus tante. Pour eux, une femme de 50 ans qui donne des ordres, c'est inacceptable. Wallah, elle se prend pour qui cette conne ? Et Naïma, privée de ses protecteurs, fait une erreur fatale. Elle continue à vendre des places dans des conteneurs, à encaisser des investissements, mais les cargaisons tombent les unes après les autres, saisies, interceptées. Les investisseurs perdent des millions. Et ils regardent Naïma. Là, tu nous as baisé, tante. Elle essaye de négocier, d'expliquer, de temporiser, mais ces mecs-là, malheureusement, ne négocient pas. En octobre 2019, à Marbella, Naïma est prévenue. Plusieurs groupes criminels la cherchent. C'est fini la diplomatie. Elle quitte donc son appartement en urgence. Elle charge sa voiture de location avec ses affaires de luxe, ses montres et ses vêtements, et elle laisse derrière elle des factures impayées car les comptes sont à sec. L'argent a fondu. Elle prend la route, 24 heures de conduite, Espagne, France, Belgique, Pays-Bas, en pleine convalescence de son opération. Le 20 octobre 2019, à 21h30, on revient donc à cette Volkswagen Polo. Naïma monte, elle pense aller à une réunion, régler le problème, comme toujours, mais dans cette voiture, ce n'est pas une réunion qui l'attend, c'est son jugement. La logisticienne qui avait survécu à toutes les guerres de gangs, qui avait navigué entre El-Fechtali, Piet Costa, Bolios, les Colombiens, les Albanais, et j'en passe, celle qui pensait que son utilité la rendait intouchable, elle venait de réaliser que dans la Mokromafia version 2019, plus personne n'est intouchable. Vous pensez connaître la Mokromafia ? Taghi, les tueurs, les kalachnikovs, les têtes coupées, la testostérone en overdose. Mais vous connaissez que la moitié de l'histoire, la moitié visible, la moitié spectaculaire. L'autre moitié, elle opère dans l'ombre, sans bruit, sans violence, mais avec une efficacité redoutable. Et cette moitié, elle porte des talons. Bienvenue dans le côté féminin de la Mokromafia, là où on ne tire pas de balles, mais on tient des cordons de la bourse. Le mythe de l'invisibilité. Imaginez, aéroport de Schiphol,
contrôle douanier. À gauche, un jeune de 25 ans, basket Nike, survêt, casquette, Golf GTI dehors. À droite, une quinquagénaire avec un tailleur chic, une valise Louis Vuitton, un sourire Colgate. Devinez qui se fait fouiller ? Le jeune, toujours le jeune. Pendant que madame passe tranquille avec 500 000 € planqués dans la doublure de sa valise. C'est ça le génie du système féminin. Exploiter les biais cognitifs. La police fait du profilage racial et de genre. Un Marocain en survêt, c'est suspect. Une bourgeoise en Chanel, elle est innocente. Résultat, une part significative du cash est blanchie vers Dubaï ou le Maroc. C'est transporté par des femmes. Août 2021, aéroport de Schiphol, Terminal 3, vol Amsterdam-Dubaï. Samira, 28 ans, look Instagram impeccable, robe d'été de créateur, lunettes de soleil sur la tête. Elle traîne une valise de luxe, une Rimowa ou une Louis Vuitton, le genre que possèdent des milieux touristes aisés. Le douanier lui sourit. Vacances ? Oui, une semaine de shopping et de plage à Dubaï. Il check son passeport, tampon. Bon voyage, madame. Dans cette valise, entre 2 bikinis et une paire de talons, 800 000 €. Des liasses de billets de 500, compressés, filmés sous vide et dissimulés dans la structure même du bagage. Samira touche 5 000 € pour ce voyage. Elle fait ça 2 fois par mois, 120 000 € par an, juste pour jouer les figurantes de luxe dans les terminaux de l'aéroport. Parce que non, les femmes de la Mocro-Mafia, ce n'est pas juste la meuf du boss qui compte les billets. C'est un système organisé, hiérarchisé et surtout efficace. Alors, là on va parler des différents niveaux. Nous avons les transporteuses. Profil, jeune, jolie, bien habillée, sans casier. Mission, transporter le cash liquide vers Dubaï, le Maroc, la Turquie. Leur salaire, entre 3 000 à 5 000 € par voyage. Le risque, faible, les douanes les contrôlent rarement. Exemple, Lisa, 24 ans, étudiante en droit officiellement. Officieusement, elle a financé ses études en transportant 2 millions d'euros en 6 mois. Elle me disait, enfin, pas à moi directement, mais dans une interview anonyme, « Je pensais que c'était de l'argent légal. Pour des entrepreneurs, je posais pas de questions. » Voyons, bien sûr Lisa, des entrepreneurs qui te payent 5 000 balles pour porter une valise, c'est légal tout ça. Niveau 2, nous avons les blanchisseuses, les épouses, les sœurs, les cousines, bref, les gens de ta famille. Leur terrain de jeu, l'immobilier, les commerces et les restaurants. À Rotterdam-Zuid, un salon de beauté flambant neuf. Propriétaire, Fatima, 35 ans, officiellement femme au foyer. Le salon est vide. Quasi jamais de clients. Mais, bizarrement, la caisse enregistreuse bip 200 fois par jour. Ticket fantôme, fausse prestation, manucure 50 €, coupe brushing 80 €, épilation complète 120 €. Sauf que personne ne rentre et personne ne sort. Mais sur le papier, le salon génère 300 000 € par an, propre, déclaré, imposé même. L'argent de la coque devient légal, magie de la comptabilité créative. Et Fatima, elle touche 5% de commission, 15 000 € pour taper des tickets bidons. C'est beau l'entrepreneuriat féminin, non ? Niveau 3, on va passer aux gestionnaires. Et là, on monte d'un cran. Les femmes qui gèrent le patrimoine, surtout quand les maris tombent. En 2018, Rachid, gros baron d'Amsterdam, se fait serrer. Il se prend 20 ans ferme. Sa femme, Khadija, elle prend les rênes. Elle gère tout. Les 15 appartements à Tanger, les 8 villas à Marrakech, les parts dans 12 restaurants, les comptes offshore aux Émirats. Parce que vous voyez, Rachid était malin. Tout était au nom de sa femme. Juridiquement, elle possède tout. Les flics ne peuvent rien saisir, rien prouver. Madame est femme au foyer, elle connaît rien aux affaires de son mari. Sauf que cette femme au foyer, elle gère un empire de 50 millions. Et elle le fait mieux que son propre mari, car elle fait moins de bruit, moins de violence, et là, il y a plus de profit. Le niveau 4, les communicantes. Ça, c'est vraiment le rôle le plus dangereux, et en même temps le plus stratégique. Ce sont les sœurs, les mères et encore les cousines qui visitent les prisonniers. Souvent, c'est vraiment dans le cercle restreint. Prison EBI, la plus sécurisée des Pays-Bas. Tagui est enfermé, avec une isolation totale, surveillance maximale, zéro communication avec l'extérieur. Enfin,
C'est ce que croit la justice. Parce qu'il y a les visites. Sa sœur Noura vient le voir. Officiellement, c'est pour du soutien familial. Les gardiens vérifient, elle n'a pas de téléphone, pas de papier, rien. Mais les conversations, les regards, le langage codé, « Maman va bien » est égal, l'opération est validée. « Papa est fatigué », ça veut dire annuler le contrat. « Ton fils a eu 10 à l'école » égal, le colis est arrivé au doc 10. Et ça marche super bien. Pendant des mois, Tagui a continué à diriger son empire depuis sa cellule, grâce aux femmes de sa famille, jusqu'à ce que le cas Inès Oueski. Ah, elle. On quitte les femmes de l'ombre, on passe à une femme de lumière qui a choisi les ténèbres. Inès Oueski, avocate star, d'ailleurs c'est une des meilleures des Pays-Bas. Maquillage gothique, style sombre, bijoux massifs, une présence scénique dingue. Pendant 20 ans, elle défend les plus gros criminels, légalement, brillamment. Tagui, c'était son client star. Elle le défend au procès Marengo. Mais quelque part entre les visites au parloir et les audiences, Inès a franchi la ligne. En avril 2023, à 6h du matin, la police défonce sa porte. C'est une maison bourgeoise, dans un quartier chic. Il trouve Inès, sans son maquillage noir iconique, juste une vieille dame en robe de chambre, fatiguée et résignée. Les accusations sont lourdes. Inès n'était plus l'avocate de Tagui. Elle est soupçonnée d'être devenue sa messagère. Elle transmettait ses ordres depuis la prison Ebi, vers l'extérieur, vers les tueurs. Les enquêteurs ont des preuves, des messages, des enregistrements. Inès discutant de contrats, de cibles, de liquidation. Cette femme brillante, respectée, qui aurait pu finir sa carrière en légende du barreau, a choisi de devenir la voix du diable. Pourquoi ? L'argent ? C'est possible. Tagui payait 100 000 € par an minimum. La peur ? Probable. Refuser à Tagui, c'est un peu signer son arrêt de mort. La fascination ? Certainement. Le pouvoir attire et il corrompt. Le jour de son arrestation, les journalistes la photographient. Inès Oueski, menottes au poignet, visage fermé. Le symbole parfait. Une femme au sommet de la société qui a tout perdu en franchissant cette ligne rouge. La vérité est brutale. Les femmes de la Mocro-Mafia ne sont pas des victimes. Elles ne sont pas juste les femmes d'eux, comme je vous le disais. Elles sont des actrices, des complices, des piliers du système. Sans elles, pas de blanchiment efficace, pas de transport de cash, pas de communication entre prison et rue, et pas de gestion du patrimoine. Le système s'effondre. Mais Naïma Djilal, elle est allée encore plus loin. Elle n'était pas dans l'ombre, elle n'était pas la femme d'un baron, elle était le baron. Et ça, Madame la Baronne, c'était inacceptable. Parce que si une femme peut monter si haut, qu'est-ce qui empêche les autres de vouloir la même chose ? Naïma devait disparaître. Pas juste mourir, disparaître. Pour que le message soit clair. Les femmes peuvent aider, mais jamais commander. Le 20 octobre 2019 à 21h30, on revient donc à cette soirée, celle qui a tout changé. Naïma Djilal vient de s'évaporer de la surface de la Terre. Et juste après sa disparition, quelque chose de troublant se produit. 3 individus, accompagnés d'une cousine de Naïma menacée avec une arme à feu, débarquent dans son appartement du Gustave Malherlon. Ils embarquent tout, ses vêtements, ses objets de valeur. Les effets personnels sont balancés dans une benne à ordures au coin de la rue. La police établira que ces 3-là n'ont probablement rien à voir avec l'enlèvement lui-même. Ce qui veut dire qu'au minimum, 2 groupes l'a chassé en même temps. Ceux qui l'ont enlevé et ceux qui sont venus piller sa vie juste après. Le 21 octobre, le lendemain, sa famille commence à s'inquiéter. On l'appelle, on lui envoie des messages, mais rien. Il contacte la police. Notre mère a disparu. Les flics prennent la déposition. Routine, elle reviendra sûrement. Mais au fond, ils savent. Dans les semaines qui suivent, la famille multiplie les appels dans les médias néerlandais. À les entendre, Naïma était une simple femme d'affaires. Dans l'immobilier, parfumerie. Une mère de famille élégante qui n'avait rien à voir avec le crime. Le contraste est quand même vertigineux. D'un côté, une famille qui décrit une femme respectable, de l'autre, les messages encrochat qui la décrivent comme la marraine de la cocaïne. Celle qui emportait des tonnes via le port de Rotterdam et corrompait les douaniers avec des centaines de milliers d'euros.
2 versions de la même femme, 2 vérités certes, qui ne se sont jamais rencontrées, je crois. Quand quelqu'un comme Naïma disparaît dans ce milieu, on ne la retrouve jamais, ou alors en morceaux. Novembre 2019, l'enquête patine. La police cherche vraiment, parce que Naïma, ce n'était pas n'importe qui. Elle avait des connexions, des informations, des noms, des comptes. Si elle parlait, on ne sait jamais. Mais elle ne parle pas puisqu'elle est morte, forcément. Les enquêteurs suivent des pistes. La polo, les témoins, personne n'a rien vu. Évidemment, bienvenue aux Pays-Bas, où 17 millions d'habitants deviennent soudainement aveugles, dès qu'il s'agit de la Mocro-Mafia. En décembre 2019, l'arrestation de Taghi. 2 mois après la disparition de Naïma, Ridwan Taghi est arrêté dans sa villa à Dubaï, et grâce donc aux services de sécurité marocains. Les flics ont saisi ses téléphones, dont un BlackBerry qui ne servait normalement qu'à communiquer via Sky ECC. Et dans ce téléphone, ils ont trouvé les fameuses photos. Les experts ont analysé ces photos. Ils ont analysé l'angle, l'éclairage, le mobilier, le sol, la taille et la corpulence, l'âge estimé. Et tout correspond à Naïma Djilal. Mais sans corps, impossible de confirmer à 100%. Officiellement, c'est une victime non identifiée et officieusement, tout le monde le sait. En février 2021, Bolios entre en scène. Et pour la première fois, la police lit publiquement un nom à la disparition. Bolios. Comment ? Un message EncroChat intercepté 6 mois après la disparition. Bolios demande à un complice belge ce qui est devenu la Volkswagen Polo. La réponse du complice : scié en morceaux et jeté à la ferraille, comme tu l'avais demandé il y a 6 mois. Pas brûlé, hein. Scié en morceaux. Comme la voiture, comme sa propriétaire peut-être. Mais Bolios n'est pas le seul suspect. Le parquet néerlandais enquête aussi sur Roger P., alias Piet Costa, le Rotterdamois considéré comme l'un des dealers absolus du trafic de cocaïne. L'homme derrière les fameux conteneurs de torture. Ces 7 conteneurs maritimes transformés en cellules de prison, découverts à Wolf's Plantage en juin 2020, avec une chaise de dentiste, des menottes au plafond et au sol, des sécateurs, des chalumeaux. Piet Costa travaillait justement avec Naïma et pendant des années, ils faisaient affaire ensemble, jusqu'à ce qu'ils se brouillent en 2019, parce que trop de cargaisons interceptées et trop d'argent perdu. Et la preuve la plus accablante, c'est un message envoyé à William de Groot, directeur d'une entreprise fruitière à Bethûs-Edel. La même entreprise que Naïma utilisait pour faire passer la cocaïne. Cher William, si nous ne recevons pas notre argent avant la fin de ce mois-ci, nous te rendrons tes comptes avec 10 corps. Et la dernière phrase : ton amie marocaine ne peut malheureusement plus t'expliquer à quel point nous sommes sérieux. Ton amie marocaine, donc Naïma, utilisée comme argument dans une menace de mort. Un policier néerlandais nommé Joop M se suicide en avril 2021. Les enquêtes révèlent qu'il avait été aperçu avec Piet Costa et Naïma Djilal lors d'un transport de cocaïne. Un flic corrompu, lié aux deux, mort avec ses secrets. En mars 2021, les fouilles d'Anvers. Les flics belges ont des pistes. Les messages parlent du port d'Anvers. Un entrepôt, pas n'importe quel entrepôt. Celui-là où 1 an plus tôt, on avait saisi 4200 kilos de cocaïne. L'entrepôt de l'Octopus Gang, le réseau de Bolios. Des pelleteuses, des chiens renifleurs, des radars de sol, une trentaine de flics. Ils creusent pendant des semaines. Ils retournent des tonnes de terre, scannent les dalles de béton. Et ils trouvent quelque chose. Un sac à main de luxe Hermès, des vêtements, des affaires personnelles enterrées sous le sol de l'entrepôt. Les analyses ADN confirment. C'est bien les affaires de Naïma. Mais pas de corps. Juste des affaires. Comme des reliques, des preuves qu'elle a existé. La police a littéralement passé le sol au tamis, chaque centimètre, chaque grain de terre, rien. Les enquêteurs évoquent plusieurs hypothèses et plusieurs théories. La numéro 1, le béton. Classique, tu coules le corps dans une fondation. Nouveau bâtiment, nouveau parking, le corps reste là pour toujours. Le problème, les chiens auraient dû détecter. Théorie numéro 2, l'acide. Celui-ci dissout tout, les os compris. Un baril, 200 litres, 48 heures et il reste plus rien. Théorie numéro 3, les porcs. Oui, vous avez bien entendu. Des rumeurs parlent d'une ferme dans la campagne flamande où les porcs mangent tout, les os compris. Efficacité 100%.
Théorie 4, la mer, la classique. Un corps lesté, jeté au large, et les poissons font le reste. La vérité, on ne la saura probablement jamais. Parce que ceux qui savent ne parleront pas. Parce que s'ils parlent, ils rejoignent Naïma. Et la question qui hante les enquêteurs, l'ordre est-il venu d'Utrecht, où l'Apollo s'est dirigé ce soir-là, ou d'un gratte-ciel à 5000 km de là, à Dubaï, où Taghi recevait les photos de torture sur son BlackBerry. C'est peut-être pire que de trouver un cadavre, parce qu'un cadavre, tu peux l'enterrer, faire ton deuil, tourner la page, mais des affaires sans corps, c'est un fantôme permanent. Quelque part aux Pays-Bas, les enfants de Naïma vivent leur vie, sans réponse, sans tombe et sans corps. Juste un sac Hermès dans un carton de pièces à conviction. Leur mère a disparu un soir d'octobre, et certainement qu'elle ne reviendra jamais. 2024, 5 ans après, officiellement Naïma Djilal est disparue, et non pas morte, disparue, parce que sans corps, pas de certificat de décès, les comptes bancaires gelés mais pas fermés, les propriétés en attente et l'héritage bloqué. La police néerlandaise offre 200 000 € de récompense pour toute information menant à l'arrestation de Bolyos. Des messages cryptés interceptés révèlent qu'il a joué un rôle important dans la disparition de Naïma. Et Bolyos, lui, en fuite, condamné à 24 ans de prison par le tribunal de Rotterdam pour avoir commandité un meurtre et organisé des importations de cocaïne. Recherché par Europol, dernière localisation connue, dans le Sierra Leone. Même dans la mort, la Mokromafia emmerde ses victimes. Les photos du BlackBerry de Taghi restent dans les dossiers du procès Marengo. Classées, archivées, mais jamais oubliées. On dit que chaque crime laisse une trace. Mais Naïma Djilal, elle n'a laissé que des questions. Et un message terrifiant pour toutes les femmes qui voudraient monter trop haut dans ce milieu. Reste invisible ou disparaît définitivement. Aujourd'hui, en 2026, ça fait 7 ans. Cette année que Naïma Djilal a disparu et que sa famille cherche toujours des réponses. Que les enquêteurs retournent des tonnes de terre et toujours rien. Mais son absence en dit plus long que sa présence n'aurait jamais pu le faire. Parce que, voyez-vous, l'histoire de Naïma, ce n'est pas juste l'histoire d'une femme qui a mal fini. C'est l'histoire d'un système, d'une limite, d'une ligne rouge. La ligne qu'une femme ne peut pas franchir sans payer le prix ultime. Ce que Naïma a prouvé, c'est que dans un monde d'hommes violents, conservateurs, machos jusqu'à la moelle, Naïma a fait l'impossible. Elle s'est assise à la table des négociations, leur table. Elle a commandé, arbitré, décidé. Elle n'était pas la femme de quelqu'un, elle était ce quelqu'un. Point final. Et ça a terrifié les mecs. Pas parce qu'elle était dangereuse physiquement, Naïma ne tenait même pas de flingue, mais parce qu'elle prouvait quelque chose d'encore plus dangereux, qu'on n'a pas besoin d'un membre entre les jambes pour réussir dans ce milieu. Et cette idée, elle devait mourir avec elle. Imaginez un peu la scène dans cet entrepôt d'Anvers, les tortionnaires face à Naïma. Ils la torturent pas juste pour qu'elle parle, ils la torturent pour l'humilier, pour la rabaisser, pour lui rappeler sa place. Tu t'es prise pour qui ? Tu croyais être notre égale ? On va te montrer ce qui arrive aux qui veulent jouer avec les hommes. Et Naïma, elle n'a pas parlé. Elle est morte sans céder, en refusant de leur donner cette satisfaction. Dans le monde légal, on parle souvent du plafond de verre. Cette barrière invisible qui empêche les femmes d'accéder aux plus hautes fonctions. Pour les PDG, c'est 95% d'hommes. Pour les conseils d'administration, c'est 80% d'hommes. Donc vous pensiez bien que dans le crime organisé, c'était différent ? Que les criminels étaient plus progressistes ? Erreur. Le plafond de verre existe. Mais ici, si tu essayes de le briser, tu ne te fais pas juste virer, tu disparais. Naïma n'est pas la seule. Elle est juste la plus emblématique. Parce qu'il y a eu quand même Samira L, qui était une blanchisseuse brillante, qui a voulu monter son propre réseau et qui a été retrouvée morte dans sa voiture. Selon la police, c'était un suicide, avec 3 balles dans le dos. Va falloir m'expliquer. Il y a eu Afida M, gérante de plusieurs fronts commerciaux, qui a essayé de négocier directement avec les Colombiens. Elle a disparu en 2017 et on ne l'a jamais retrouvée. Yasmine K, quant à elle, était une informaticienne.
Elle gérait les communications cryptées. Elle a voulu faire du chantage et on a retrouvé son ordinateur, mais pas elle. Le message est clair, les femmes peuvent aider, mais jamais diriger. Et Inès Wesky alors, l'avocate qui a franchi la ligne rouge? Elle risque 15 ans de prison. Alors que Naïma, elle a risqué et perdu sa vie. La différence, c'est simple. Inès restait dans son rôle, l'avocate, la messagère, l'auxiliaire. Elle servait Tanguy, elle le complétait, mais elle ne le remplaçait pas. Naïma, quant à elle, elle ne servait personne. Elle était le service. Inacceptable. Depuis la disparition de Naïma, combien de femmes ont essayé de prendre sa place? Eh bien, je vais vous le dire, 0. Pas une seule courtière féminine n'a émergé. Le message est passé, et il a été fort et clair. Le système a gagné. En effaçant Naïma, ils ont effacé l'idée même qu'une femme puisse atteindre ce niveau. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, Naïma a changé quand même quelque chose. Elle a montré que c'était possible, qu'une femme pouvait tenir tête au plus gros baron, négocier avec les cartels, gérer des millions. Elle l'a fait pendant des années, et ça personne ne peut l'effacer. Alors quelque part, dans une cité d'Amsterdam, peut-être qu'une gamine de 15 ans y grandit, et qu'elle entend ces histoires, ces légendes urbaines. Il paraît qu'il y avait une femme, elle s'appelait Tante, elle commandait aux hommes. C'est du bullshit, une femme, jamais. Je te jure, ma cousine la connaissait. Cette gamine va grandir avec cette histoire en tête, que c'est possible, que ça a déjà existé, et peut-être qu'un jour, mais là c'est une autre histoire. La vérité, on ne la saura sans doute jamais, parce que Naïma n'est plus une personne, elle est devenue un avertissement. Le symbole d'une cupidité sans limite dans un monde qui ne pardonne aucune erreur. Le symbole de la folie de croire qu'on peut doubler les plus grands prédateurs de la planète et s'en sortir indemne. Le symbole du prix atroce à payer quand on choisit de jouer avec le diable et qu'on finit par perdre la partie. Mais il y a une question qui restera à jamais sans réponse. Pourquoi ? Pourquoi une femme si brillante, riche, respectée, a-t-elle choisi ce chemin ? Pourquoi risquer sa vie pour quelques millions de plus ? Pourquoi croire qu'elle serait l'exception ? Eh bien peut-être parce qu'elle y croyait vraiment, qu'elle pensait avoir assez de pouvoir, assez de connexion, assez de respect pour être intouchable. Et elle avait tort, parce que dans la mocro-mafia, personne n'est intouchable, ni les avocats, ni même les journalistes, et encore moins les princesses, alors certainement pas une femme qui vole trop près du soleil. Vous voulez savoir le truc le plus glaçant ? C'est que les photos du Blackberry de Tanguy, celles de Naïma torturée, elles circulent encore dans le milieu, sur les messageries cryptées. Et ce n'est pas comme une preuve, ni comme un souvenir, heureusement, mais plutôt comme un avertissement. Voilà ce qui arrive à celles qui oublient leur place. Naïma Djilal a été transformée en légende urbaine, en épouvantail. Son martyre sert maintenant à terroriser celles qui voudraient suivre ses traces. La mocro-mafia a ses règles, Tanguy les a réécrites, Bolios les perfectionne depuis sa planque en Sierra Leone, enfin peut-être d'ailleurs maintenant, mais une règle reste inchangée. Les femmes peuvent servir le système, mais elles ne peuvent jamais le devenir. Naïma a essayé, elle a échoué, elle a disparu. Et quelque part dans l'ombre d'Amsterdam, son fantôme murmure encore. « J'ai voulu briser le plafond de verre, ils m'ont enterré sous le béton. » Chaque crime laisse une trace. C'était Metz pour Empreinte criminelle. Ciao.